Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et vous savez, le mercredi, Vera Bossiac nous propose le Vera Lifestyle. Invite ce soir Joy Fleuteau, fondatrice du concept store Joy. C'est pour les enfants. Delphine Vespizer, nous la retrouvons avec l'association Action Non Violente. Elle nous parlera de l'urgence climatique. Notre invité, Steve Géco, le président d'IDEA Alsace pour les trophées RSE dans le Grand Est. C'était cette année avec de véritables pépites d'entreprise. Et on terminera cette émission avec En route pour le COS, un véritable bilan des travaux 2019 où tout s'est véritablement accéléré. Ça, c'est en fin d'émission. Avant cela, c'est le JT, bien sûr. Il est présenté ce soir par Cécile Motz. Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce mercredi 18 décembre. Il attire plus d'1,5 million de visiteurs chaque année. C'est le marché de Noël de Mulhouse. À 6 jours des festivités, nous vous proposons de découvrir ses allées. Nous partirons aussi ce soir à la rencontre de Céline Audebeau. Cette PDG alsacienne raconte son combat pour changer de sexe dans son nouveau livre. Et puis pièces de monnaie, balles de mousquet ou pointerolles du XVe siècle. Ces objets historiques ont été remis ce matin à la Direction régionale des affaires culturelles par les douaniers. Mais pour commencer, chaque année, il est décerné par le Parlement européen à des individus ou des organismes qui luttent pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est le prix Zakharov. La cérémonie de remise a eu lieu ce midi à Strasbourg et le prix, cette année, est décerné à Ilham Tohti, un intellectuel ouïghour emprisonné en Chine depuis 2014. Cet ancien professeur d'économie dénonçait l'exclusion de la communauté des Ouïghours ainsi que le mauvais traitement de ses membres. Condamnée à perpétuité, c'est donc sa fille qui est venue aujourd'hui récupérer le prix. Elle a fait appel à la communauté internationale pour demander la libération de son père. Lutter contre les fraudes, c'est le rôle des services des douanes. Cigarettes, alcool, ces trafics sont bien connus des douaniers, mais il en existe d'autres, celles des biens culturels par exemple. Issus de fouilles archéologiques illégales, ils sont souvent revendus sur Internet. Ce matin, au Palais du Rhin de Strasbourg, certains des objets saisis par les douaniers ont été remis à la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Reportage Adrien Laby et Louis Sobad. Là, on a une monnaie qui est une monnaie du 19e siècle. Et puis, vous avez ici cet ensemble tout à fait particulier de balles de mousquet. Des pointerolles datant du XVe siècle, des pièces de monnaie, des balles de mousquet. Autant d'objets historiques qui auraient bien pu ne jamais se retrouver dans la vitrine d'un musée. Ils ont été initialement collectés lors de fouilles archéologiques illégales. S'ils sont aujourd'hui remis officiellement à la Direction régionale des affaires culturelles, cela n'aurait pas été possible sans le travail des douaniers. Ces pièces de monnaie ont par exemple été trouvées lors d'un contrôle routier. On contrôle des personnes qui, en l'occurrence, qui se livrent à des fouilles avec des détecteurs de métaux. Et c'était une bande organisée, donc c'est des gens qui connaissaient parfaitement le terrain, ont une carte archéologique et qui, à partir de ces éléments, ciblent le patrimoine culturel, en l'occurrence en Alsace. Les personnes qui s'adonnaient à ces fouilles voulaient clairement effectuer du commerce. Des trésors historiques qui font le bonheur de collectionneurs pas toujours très regardants sur leur provenance. Le pillage archéologique peut se révéler très lucratif, mais pour les archéologues, extraire ces objets de leur contexte, c'est perdre des informations essentielles à la compréhension du passé. C'est une monnaie du Moyen-Âge, c'est une monnaie très rare. Et ça aurait été très intéressant de savoir précisément où elle avait été trouvée. Comment fait-on pour dater ? À ce moment-là, on est obligé d'utiliser les os du squelette pour pouvoir donner une datation, alors que l'objet métallique à côté permettrait de dater. C'est en ce sens que pour nous, c'est un vrai scandale. On ne peut pas laisser les gens s'approprier une portion d'histoire et ils ont détruit une structure archéologique, ils ont détruit une partie du passé. La fouille d'un terrain sans autorisation de la préfecture est interdite. Ceux qui s'y adonneraient, même sans volonté de revente, s'exposent à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
Partons maintenant à la rencontre de Céline Audebo. Cette PDG d'une usine de plus de 400 personnes au Vietnam, d'origine alsacienne, était de passage à la Maison de l'Alsace à Paris. Elle y présentait son livre « Du masculin au féminin, mon parcours singulier ». Car en une vie, Céline est née 2 fois, en 1964 d'abord, puis en 2017, alors qu'elle achève sa transformation d'homme à femme. Nora Boiriwa l'a rencontrée. Avant de s'appeler Céline, elle s'appelait Christophe. À 53 ans, Céline Audebo a décidé de changer de sexe. Elle raconte ce chemin de toute une vie dans son livre « Du féminin au masculin, mon parcours singulier ». Suite à un problème de thyroïde où elle a failli mourir, elle saisit cette seconde naissance pour sauter le pas. Elle se fait opérer 10 ans après, en 2017, à Bangkok. J'ai étudié à fond tout le système, comment fonctionne le système hormonal, la prise de médicaments, enfin je connaissais vraiment tout. Et je voulais échapper au système français qui imposait 2 ans de psychiatrie. Et puis bon, je ne me considérais pas du tout comme malade. Et pour moi, c'était inacceptable qu'un médecin me dise si oui ou non je pouvais accéder à une transition que je souhaitais. Donc j'ai fait ça toute seule, mais en étant tout de même encadrée par un psychologue, par un médecin, par une orthophoniste. Donc c'était quand même quelque chose de structuré, mais j'ai pu décider du début à la fin comment ça allait se passer. Donc c'était une grande chance. À travers son livre, Céline Audebo raconte son mal-être dès l'âge de 5-6 ans, son parcours de chef d'entreprise expatrié à Hanoï, mais aussi la vie qu'elle partageait avec sa femme et son rôle de papa. Mais elle revient aussi sur la lourdeur de sa vie secrète et la nécessité de faire cette transformation. Disons qu'à un moment donné, c'était devenu presque vital, parce que c'est cette vie dans le mensonge, cette vie cachée en permanence, ça devenait insupportable. Et à partir du moment où j'en ai parlé autour de moi, déjà c'était une délivrance énorme et je commençais à sourire enfin, quoi. Donc, mais après, c'était vraiment le bonheur absolu, mais je ne pensais pas que ça puisse se passer si bien. Je m'étais vraiment préparé à devoir me battre, à devoir faire face à beaucoup de critiques, mais non, rien. Céline Audebo souhaite à travers son récit donner davantage de visibilité aux personnes transgenres et donner une image positive de la transidentité. Elle en est le parfait exemple en tant que femme épanouie et acceptée par ses proches et PDG accomplie d'une usine de 420 salariés au Vietnam. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et un mot de sport, en basket, c'est la grosse déception pour la SIG hier soir en Ligue des Champions. Après 2 belles victoires à l'extérieur, les Strasbourgeois ont sombré au Rhenus face à Toruń. Pourtant dernier de la poule, dès le début du match, les Polonais prennent le large, profitant des nombreuses maladresses strasbourgeoises. Toruń mène déjà 28-12 à la fin du premier quart, puis 52-32 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la SIG n'y arrive toujours pas, au contraire de ses adversaires en pleine bourre. Les Alsaciens s'inclinent lourdement, 97-75. Et en plus de la défaite, autre mauvaise nouvelle pour l'équipe strasbourgeoise, la sortie sur blessure de son meneur, Scotty Reynolds, touché à la cuisse est certainement absent jusqu'à la trêve. Malgré la défaite, la SIG conserve la 4e place de la poule. Néanmoins, l'équipe devra signer de grosses performances à l'extérieur pour assurer sa présence en 8e de finale. Ça commencera à Manresa, le leader de la poule, le 8 janvier prochain. Avant ça, la SIG a encore 3 matchs de championnat à disputer. Le premier face à Chalon-Reims, ce vendredi au Rhenus, coup d'envoi à 20h. Et pour finir, J-6 avant Noël et plus qu'une dizaine de jours pour profiter des marchés en Alsace. Les plus connus sont ceux de Strasbourg et Colmar, mais il y en a un qui attire près d'1,5 million de visiteurs chaque année et dont on parle moins. Il s'agit de celui de Mulhouse. Est-il apprécié? Pourquoi se distingue-t-il des autres? Marine Zis et Claire Linnas sont allées poser la question aux visiteurs et exposants. Certains y font leurs emplettes, d'autres profitent pour découvrir la ville sous un autre angle ou encore déguster vin chaud et autres sucreries. Peu importe l'objectif, ils sont tous venus à Mulhouse pour une raison particulière. De temps en temps, j'aime bien un peu la proximité avec un peu moins de monde, un petit peu plus décontracté, parce que dans Strasbourg, il y a tellement de choses, on n'arrive pas à tout faire.
Et il y a des fois où il y a un peu de surpopulation et on a un peu du mal à circuler. J'aime bien l'ambiance qu'il y a sur Mulhouse. Disons qu'il est différent par rapport à certains, parce que par exemple Ribeauvillé c'est médiéval. Kesselsberg, c'est pas la même architecture, donc là on voit autre chose, quoi. Qu'ils soient locaux ou non, les exposants se plaisent à Mulhouse. Certains d'entre eux ont leur cabanon depuis de nombreuses années. C'est le cas de la confiserie des Hauts-de-Vosges qui revient pour la 20e fois. C'est sûr que Colmar, Strasbourg, sa réputation, mais en tout cas, il est moins authentique, mais on a vraiment une clientèle très très fidèle. Nous avons un magasin de vente à Thann et un atelier à Thann, donc le plus proche et le plus gros était celui de Mulhouse. Ça fait 11 ans que nous y sommes et ça fonctionne assez bien. C'est ma 9e année. D'ailleurs, j'ai un peu l'accent alsacien, non ? Vous trouvez pas ? Moi, je trouve que c'est une ville assez agréable. Petite, à taille humaine, contrairement à Strasbourg, je trouve un petit peu trop gros, Colmar trop touristique. Et ici, on nous a accepté dès la première année, avec beaucoup de locaux qui ont aimé nos produits. Alors on est resté, et comme les Alsaciens sont fidèles, on se cale, et nous aussi, nous restons fidèles. La plupart des exposants ont le sourire, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les grèves n'ont pas eu beaucoup d'impact sur la fréquentation. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonnée aussi. Malgré les grèves, on a beaucoup de monde, on a beaucoup de touristes. Donc, on a pas mal d'Espagnols. Donc, on a du monde malgré tout. Le monde est toujours présent, ça marche. L'ambiance est là, et le beau temps aussi. Donc, on n'a pas eu trop de surprises par rapport à l'année dernière et tout est bien, vraiment très bien. Cette année, le marché de Noël de Mulhouse joue les prolongations. Les visiteurs pourront profiter des festivités jusqu'au 29 décembre. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Noël n'est pas encore passé, mais certains pensent déjà à l'épiphanie. C'est le cas de ce boulanger d'Alsace du Nord qui a décidé de rendre hommage à la production française et à ses concitoyens. Alors que 95% des fèves sont importées d'Asie, le 6 janvier prochain, celles de la boulangerie Wendling-Welten seront fabriquées en France. De plus, elles sont dédiées aux sapeurs-pompiers d'Ingwiller. Donc si vous faites partie des 85% de Français qui fêtent l'épiphanie, vous savez où acheter l'une des 30 millions de galettes vendues chaque année, surtout si vous êtes fabophile, traduisez collectionneur de fèves. Voilà pour le JT. Merci beaucoup Cécile, on accueille le plateau du soir. Vera, venez sur ce plateau avec votre invitée Joy Fleutot, fondatrice du concept store Joy, et Steve Géco, le président d'IDEA Alsace. On va revenir sur les trophées RSE, responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise. Ça sera à suivre juste après la météo de Célia. La météo vous est présentée par France Solar, votre coach régional en économie d'énergie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 19 décembre. Et ce jeudi sera notre journée de trêve en ce qui concerne la météo, parce que vous le verrez, vendredi, ça se gâte avec beaucoup plus de pluie. En ce jeudi, des éclaircies prévues sur l'ensemble du Haut-Rhin avec un joli soleil. Et vous le voyez dans le nord du territoire alsacien, beaucoup de brumes et brouillards dès le lever du soleil et qui vont persister tout au long de la journée. Mais on reste au sec. Les températures, quant à elles, sont légèrement en baisse, mais ça reste agréable pour la saison. En matinée, 5 degrés prévus du côté de Saverne, Sarre-Union, Strasbourg ou encore du côté de Mulhouse et son agglomération, 6 degrés la maximale pour Wissembourg-Haguenau ou encore pour Colmar et jusqu'à 7 degrés chez nos voisins suisses et allemands. L'après-midi, pas de grands changements, toujours un joli soleil prévu sur l'ensemble du Haut-Rhin et vous le voyez, des brumes et brouillards qui persistent. Alors le ciel aura tendance à s'éclaircir bien sûr, ainsi que chez nos voisins suisses et allemands, mais des brouillards qui persistent notamment sur Strasbourg. Ça reste un petit peu plus prononcé et des températures toujours agréables. 8 degrés la minimale, ce sera pour Saverne, 9 degrés pour Wissembourg ou Strasbourg et plus on descend vers le sud et plus ça devient doux avec jusqu'à 12 degrés à Colmar. Comme je vous le disais, vendredi, retour de la pluie et des précipitations pour tout le monde, pas de jaloux avec des températures qui pourront atteindre 11 degrés en Alsace, 8 à 10 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg et 11 degrés dans le nord de la Suisse, mais sous la pluie. Jeudi, nous serons donc le 19 décembre et nous fêterons les urbains. Le soleil se lèvera à 8h17 pour se recoucher à 16h34. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous laisse dès demain en compagnie de Sada. Salut! Retrouvez France Solar, votre coach régional en économie d'énergie sur www.france-solar.fr.
Et c'est le président d'IDEA Alsace qu'on reçoit ce soir. Steve Géco, comment allez-vous? Super. IDEA Alsace, il y en a encore pas mal qui ne connaissent pas forcément cette asso, c'est quoi? IDEA Alsace, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années en Alsace par des dirigeants d'entreprises alsaciens pour des dirigeants d'entreprises alsaciens, avec le soutien à l'époque aussi du président de la région Alsace qui était Adrien Zeller. Ouais. Donc IDEA Alsace aujourd'hui, c'est plus de 130 entreprises adhérentes qui partagent toute la même conviction, à savoir que le développement durable est un élément incontournable dans nos modèles de développement. Voilà, c'est ça, les valeurs, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. On va parler de ces trophées RSE qui récompensent les entreprises qui mettent en avant la responsabilité sociétale d'une entreprise. En quelques mots, c'est quoi la responsabilité sociétale d'une entreprise? C'est une responsabilité du quotidien qui ne se limite pas qu'à la prise en compte d'enjeux environnementaux. C'est vrai, quand on parlait de développement durable, on pense tout de suite à des enjeux environnementaux. On prend aussi en compte dans les décisions prises au quotidien les enjeux sociaux, sociétaux, la place de l'entreprise sur son territoire et bien sûr, un des aspects importants d'une entreprise, c'est les enjeux économiques. Alors, on va voir plutôt des exemples maintenant. Ils ont été lauréats, on va vous montrer que les gagnants. Il y avait 36 projets, 4 ont été distingués pour leur action, pour leur démarche RSE, à l'image de JC Logistique. JC Logistique, c'est cette entreprise qui est basée dans les Vosges. Je vous propose de découvrir le concept en quelques mots, regardez. Ici, les 27 salariés et les 10 intérimaires travaillent 4 jours par semaine. Le prolongement d'une démarche axée sur le mieux-être au travail. Pourquoi travailler 5 jours quand on peut tout réunir sur 4 journées? C'était de se dire, c'est une journée pour un collaborateur chez lui, pour pouvoir s'occuper de ses loisirs, de pouvoir s'occuper de toute la partie administrative. Voilà, on va faire un petit tour de table. Travailler une semaine sur 4 jours, bon concept. C'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Jai? Pourquoi pas, oui. Et bien justement, ils sont arrivés à le faire, et pour plus d'attractivité dans l'entreprise, résultat, taux d'absentéisme, 0. Tout à fait. C'est incroyable. Hein. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont écouté leurs salariés aussi. Voilà, alors le point de départ a été le projet de déménagement de l'entreprise. Et la dirigeante qui vient de s'exprimer, effectivement, a souhaité en même temps réorganiser les temps de travail. Est-ce que les projets répondent à un certain nombre de critères? Oui, alors les projets que nous retenons dans le cadre de ces trophées répondent bien évidemment aux critères du développement durable, parmi les critères que j'ai rappelés tout à l'heure. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est que ce soit des projets bien évidemment inspirants, mais surtout transposables dans d'autres entreprises. Ouais, c'est ça. C'est pas que des one-shots. C'est pas que du one-shot. Voilà, à l'image de la recyclerie, autre entreprise qui vient d'obtenir un prix. C'est une boutique qui propose des objets de seconde main pour des jeunes locataires. Ils viennent de s'installer, ils n'ont pas trop de sous. Ça donne ça. Comment équiper sa cuisine à moindre frais quand on est étudiant ou jeune travailleur et que l'on arrive à Strasbourg avec une simple valise ou un sac à dos? Amitel, association centenaire qui loge et accompagne des jeunes de 18 à 30 ans, a décidé de répondre à ce problème récurrent en créant la recyclerie, une boutique qui propose à peu près tout le nécessaire pour sa cuisine pour 30 à 40% du prix du neuf, excepté l'électroménager. Voilà, là on est vraiment dans l'entreprise de demain et qui est duplicable, déclinable. On peut l'installer finalement, ce type de magasin dans toutes les villes. Alors on a l'habitude de voir ces recycleries plutôt en périphérie, dans des vieux entrepôts, des vieux hangars. Je crois que le côté innovant, c'est de l'inscrire en plein centre-ville, en plein cœur de ville, dans une boutique attractive. Alors, autre entreprise, on l'avait présentée, c'est MyFood. Alors, le concept, et moi j'adore, le concept est vraiment génial. Ce sont des serres connectées. Quand on entend une serre connectée, on se dit, mince, à quoi ça sert? Alors, vous allez voir que ça marche plutôt bien et ça permet même d'être complètement en autonomie pour une famille. Produire une alimentation saine, en végétaux mais aussi en protéines et dans un espace restreint, c'est ce que MyFood propose aux particuliers avec ses serres connectées. Un concept qui repose sur l'aquaponie, une synergie entre des poissons et des végétaux dans un circuit fermé, très peu consommateur en eau. Ce sont les déjections des poissons qui font pousser le végétal dans un circuit fermé et de l'autre des buts de permaculture qui associent des techniques d'agroécologie avec le meilleur des savoirs des agronomes. Steve Géco, quand on vous a présenté ça, une serre avec de l'aquaponie, vous n'êtes pas dit on est chez les fous? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'ils avaient déjà été récompensés un grand nombre de fois. Et surtout, on parle réellement pour MyFood d'une start-up, une entreprise avec une croissance très rapide qui, par
par cette solution et ces équipements qu'ils proposent, notamment aux particuliers et aux entreprises, répondent effectivement à l'ensemble des enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ça sert à quoi ces trophées RSE, montrer aux entreprises qu'on peut s'améliorer, qu'on a des pistes de progression ? Exactement, je parlais tout à l'heure de projets ou de solutions inspirantes, et c'est surtout aussi démontrer qu'il n'y a pas de petites actions en matière de développement durable. Quelle que soit la taille de l'entreprise, n'importe quelle entreprise aujourd'hui peut engager des démarches concrètes en matière de responsabilité sociétale. Voilà, et allez, 30 petites secondes pour vous montrer le 4e lauréat. Il s'agit de Normat, et eux, ils récupèrent tout simplement les herbes qui sont fauchées le long des routes. Récupérer l'herbe fauchée en bord de route en vue de la valoriser plutôt que de la laisser se décomposer sur place. C'est ce que permet ce nouveau type de véhicule service viabilité quand il est configuré pour le fauchage et accompagné de sa remorque aspiratrice. Cette biomasse récupérée constitue une source d'énergie importante. En méthanisation, une tonne d'herbe va permettre de produire l'équivalent énergétique de 75 litres de fioul ou 2 mois d'électricité pour un habitant français. Voilà, c'est ça la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est aussi la chasse au gaspillage. Exactement. Vous l'avez entendu à l'instant, une tonne d'herbe par kilomètre et une tonne d'herbe méthanisée, ça correspond aux besoins énergétiques d'une famille pendant 2 mois. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Donc, je vous laisse imaginer, extrapoler, quand vous prenez en compte le nombre de kilomètres qu'il y a de chaussées ou de terres végétalisées. Enfin, vous voyez ce que ça peut représenter et l'enjeu d'une telle solution. Voilà, c'était une façon de trouver les choses un peu inspirantes et de se dire qu'à notre propre échelle, on peut peut-être arriver et tendre vers cela. Merci Steve. Vous restez avec nous puisque quelque chose qui est extrêmement inspirant le mercredi, c'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors pour finir l'année en beauté, ici on dit stop aux stéréotypes avec ce nouveau concept pour les enfants qui a été lancé par Joy et c'est un nom éponyme puisque ça s'appelle Joy également. Alors comment vous est venue l'idée d'ouvrir cette boutique ? En fait, pendant mes études, j'ai eu une partie un peu de remise en question sur moi-même, sur les inégalités hommes-femmes. Et j'ai commencé à me dire d'où ça pouvait venir. Et plus je creusais, plus je me rendais compte en fait que l'éducation qu'on donnait aux enfants était très genrée, était très binaire, avec vraiment les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et des activités propres à chacun. Et que finalement, ça expliquait beaucoup les inégalités qu'on pouvait observer à l'âge adulte. Et du coup, en quoi est-ce que c'est un concept engagé pour l'enfant ? Comment ça fonctionne ? En fait, dans la boutique, les enfants sont complètement libres. Déjà, la boutique est finalement agencée par âge, ce qui est peut-être même plus logique pour trouver des produits. Donc l'enfant a son rayon et il peut choisir. J'ai fait appel à des menuisiers pour avoir du mobilier sur mesure qui soit aussi adapté à la taille des enfants en fonction de leur âge, pour vraiment les aider à toucher, à essayer tous les produits. Et finalement, c'est quoi des produits unisexes ? Ça va être des produits qui ne ciblent pas le sexe de l'enfant par des stéréotypes et une signalétique qu'on connaît, notamment le rose, le bleu. Par exemple, vous avez des produits qui sont dans une boîte rose avec une petite fille dessus. Et là, tout de suite, on a compris. Donc pour les vêtements, ça va être des choses qui sont juste confortables. Là, par exemple, c'est une tenue que pourrait porter un garçon ou une fille, c'est ça ? Complètement. On a une petite veste qui est de bonne fabrique, des cotons organiques, donc des produits qui sont bien pensés et où tous les enfants peuvent bouger, courir, grimper aux arbres, en fait juste être des enfants. Alors il n'y a pas que des vêtements ? Non. Il y a aussi des jouets et des livres. Alors pour les livres, on va retrouver des livres qui sont soit directement sur le sujet, le thème de l'égalité, de la tolérance, que ce soit filles-garçons, mais aussi d'une manière générale, face au handicap, au racisme, mais aussi des livres où comme celui-ci, Carl et Elsa, où on a un petit garçon, une petite fille qui partent à l'aventure et on n'a pas de stéréotype. Par exemple, c'est pas Elsa qui a toujours peur de partir à l'aventure ou qui est réticente. Donc c'est aussi ça. Et c'est un petit gamin noir et une petite fille blanche. Oui, c'est ça. Donc avoir aussi une représentation ethnique qui est fidèle à la réalité et à la société dans laquelle on vit.
Et vous allez encore plus loin avec différentes valeurs. Par exemple, là, j'ai un jeu que je trouve absolument génial. Ce sont les légumes moches. C'est incroyable. Et vous avez également un jeu des 7 familles. Comment ça marche ? En fait, c'est une marque française, Topla, qui est vraiment très engagée pour l'égalité filles-garçons. Donc on va retrouver le jeu des 7 familles, où en fait, c'est des grandes femmes inspirantes de l'histoire, dont on n'apprend pas l'histoire dans les livres d'histoire, justement. Et on va aussi pouvoir retrouver des mémories, le mémorie des métiers ou des émotions, puisque filles et garçons peuvent avoir les mêmes émotions, la peur, la colère. C'est pas une question de sexe. C'est pas une question de sexe. Et pareil pour les métiers. On peut être un policier ou une policière. Tous les métiers sont ouverts à tous les enfants. Alors on pourrait se dire comme ça que c'est un peu dans l'air du temps, dans les tendances, dans les mouvements féministes. Mais vous, ça fait 2 ans que vous travaillez sur ce projet. Vous avez ouvert dimanche et vous avez voulu ce lieu comme un véritable lieu de vie, c'est-à-dire ? En fait, c'est une boutique, mais pas que, puisqu'il y a un espace détente où on peut prendre un café, prendre un goûter avec ses enfants, s'installer. Il y a un espace aussi de jeu sous l'escalier en forme de petite cabane. Vraiment, les enfants adorent. À peine ils rentrent dans la boutique qu'ils ont déjà enlevé le manteau pour aller jouer. Donc, c'est ça aussi, c'est avoir un endroit où on a envie de juste venir flâner avec ses enfants. Pendant que les parents boivent tranquillement leur petit café, c'est parfait. En tout cas, voilà, si vous avez encore des cadeaux à faire, voilà, ça peut faire vraiment sensation. Voilà, toutes les infos se sont inscrites et vous avez même l'adresse et l'Instagram. Autre actu Vera. Alors Lionel, quand on reçoit pour les fêtes, il y a pas mal de boulot. Alors il faut faire du shopping parce qu'il faut être beau, les cadeaux, il y a tellement de choses à faire et puis il y a tout l'art de la table. Si vous n'avez plus le temps, que vous êtes à la bourre et que vous avez besoin de 2-3 petites astuces comme ça, vous allez voir à l'image, vous connaissez sans doute, c'est le pâtissier glacier Erhardt qui propose des idées surprenantes. Alors par exemple la bûche glacée pétillante avec de la mousse de crément rosée ou encore de la glace au champagne qui peut très bien se marier dans une entrée ou pour faire la transition entre 2 plats par exemple. Il y a également d'autres saveurs surprenantes pour le dessert comme par exemple pain d'épices. Voilà, moi j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça vraiment très sympa. Et vous avez aussi un petit coup de cœur. Tout à fait. Alors, c'est le collier porte-bonheur qui s'appelle Ipso. Vous allez le voir à l'image pour comprendre de quoi il s'agit. Cette création s'est inspirée des montres à gousset que tout le monde connaît. Le boîtier du loquet s'ouvre et vous pouvez y rajouter ou changer des charmes à volonté pour créer un collier unique. Alors, à l'époque, on le trouvait exclusivement au Bon Marché à Paris. Aujourd'hui, vous pouvez également le trouver dans une boutique à Strasbourg qui s'appelle Muse. Vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher en bas. C'est super sympa. Voilà, pour toutes ces infos, merci beaucoup Vera. Ces infos, bien sûr, vous les retrouvez sur le site www.veralifestyle.com et sur l'Instagram de Vera. Merci Vera, je vous libère. On va parler dans un instant du contournement ouest de Strasbourg. Merci Joy. Longue vie à cette société qui a ouvert dimanche. Oui, c'est ça. Ça fait 3 jours. Oui, c'est ça, c'est tout frais. C'est tout frais. Merci beaucoup. Merci Steve pour tout cet éclairage sur Idée Alsace. Nous repartons dans l'actualité de suite avec Delphine Despizer. Salut Pinhunter, aujourd'hui nous allons faire la rencontre de Perrine, c'est une jeune femme engagée, d'ailleurs j'ai rendez-vous avec elle dans un salon de thé éthique et engagé. Elle va nous parler de la désobéissance civile, elle va nous parler de l'urgence du climat, tout ce qui est d'actualité et qui l'était déjà avant. On tient le bon bout, venez avec moi. Bonjour Perrine. Bonjour. Ça va? Ouais. Alors, j'ai fait un petit teasing, j'ai dit que tu avais beaucoup de choses à nous apprendre et tu as beaucoup de choses sur lesquelles tu vas nous sensibiliser. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est l'urgence climatique. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où, tous les scientifiques le disent, nous devons agir pour faire changer les choses et arrêter de produire ces émissions de CO2 qui nous emmènent vers une situation très compliquée et chaotique. D'accord, donc c'est pour ça que tu es devenue membre d'une organisation qui s'appelle Action non violente COP21. Dans cette organisation, qu'est-ce que vous faites? En fait, l'objectif de ce mouvement, en fait, c'est de résister. Aujourd'hui, il y a beaucoup
beaucoup d'associations qui proposent des alternatives, qui mettent en place des alternatives, et ça c'est super important. Mais par contre, quand à côté on a des multinationales ou l'État qui ne fait pas ce qui devrait être fait par rapport à l'urgence climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de CO2, mais qui vont faire des projets qui vont à l'encontre, et bien dans ces cas-là, on doit résister puisque ça annule tous les efforts des personnes qui développent des alternatives. Alors Perrine, dis-moi, comment devient-on une militante pour l'environnement ? Tout d'abord, moi je me considère pas du tout comme une militante, je me considère comme une citoyenne engagée et je fais mon devoir de citoyen. D'accord, très bien. Donc tu effectues ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est quoi ? La désobéissance civile, c'est justement savoir dire non, savoir s'opposer ou résister ou alerter si la situation, la loi n'est plus légitime. Et pour autant, au bout d'un moment, on sent que ça nous pèse parce qu'en fait, tout ce qu'on nous dit que c'est normal, en fait, c'est pas tant normal. Et il y a des alternatives et on peut considérer le citoyen et l'humain et la planète au milieu de cette société et non comme une ressource uniquement. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va faire, on va essayer d'aller sensibiliser les passants. Je te suis. Donc du coup, c'est par là, non ? Allons-y. Alors Mickaël, toi aussi tu fais partie du mouvement ANV COP21, Action non violente COP21. Tu participes à tous les regroupements ? Oui, je fais toutes les campagnes depuis 1 an et demi avec le mouvement. Il y en a une en particulier où tu as pris des risques. Oui, c'est celle du décrochage du portrait du président à la mairie de Wittelsheim. Ok. J'ai choisi de faire ça avec un groupe, on était une douzaine, conscients des risques, conscients qu'on risquait de la prison, parce qu'on pense que maintenant il faut dénoncer les choses et on est légitime à le faire. Ici en Alsace, on a le problème de tout ce qui est stockamine, tu es au courant ? Donc en fait, c'est des choses que tu n'as jamais entendu parler. À part dans les Simpsons, ils en parlent brièvement, mais c'est tout. C'est-à-dire que là, si tu veux, il y a du poison en sous-sol, de l'arsenic, du plomb, tout ça, ça peut aller dans l'eau après qu'on va boire. C'est quand même un truc super urgent. Est-ce que tu penses qu'on devrait encore plus en parler ? Ça pourrait être important, oui. C'est très très important même. Moi je vous conseille de passer par les réseaux sociaux, Facebook et tout. Est-ce que par exemple quand tu te brosses les dents, tu coupes l'eau pendant que tu frottes ? Ça dépend. Ça dépend. Ok, donc éco-citoyen ça voudrait dire couper l'eau. Hein. D'accord, je couperai l'eau la prochaine fois alors. Et quand tu vas dans les magasins, est-ce que tu prends les sachets plastiques et tout machin, ou est-ce que tu emmènes tes grands cabas ? On s'est mis au grand cabas, je vous mens pas, parce que c'est vraiment trop encombrant. Donc ça c'est déjà bien. Tu es sur la bonne voie de l'éco-citoyenne. Voilà. Félicitations, tu m'as bisous. Alors Cécile, Mickaël et Perrine, venez chez moi. Bravo à tous pour ce que vous faites, bravo pour les risques que vous prenez pour nous, pour nos enfants, pour vos enfants peut-être aussi. Et nous on se dit Mach's gut et à bientôt. À la rigueur, je peux plutôt poser la... À la rigueur, ça va ? Ils sont sérieux là ? Bonsoir à tous, bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsace 20 vous propose un bilan sur ce chantier hors norme et c'est un vrai bilan qu'on va faire aujourd'hui avec Nicolas Martin. Comment allez-vous ? Bonjour Lionel, ça va. Ravi de vous accueillir. Vous êtes conducteur travaux d'ouvrages d'art et on parlera notamment des viaducs de Vendenheim et de la Bruche. Jean-Luc Fournier avec nous. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Directeur communication projet Vinci et Mélanie Rosset, ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes ingénieur travaux en terrassement. Le terrassement, on va commencer avec ça, puisque c'est quelque chose qui est plutôt très technique. Sur vos épaules repose la responsabilité de l'ouvrage, de la construction, de la stabilité et surtout de la pérennité. Petit bilan, décembre 2019, on en est où du côté du terrassement, Mélanie ? Alors écoutez, au niveau des déblais, on est à peu près avancé à 70%. Okay. Au niveau des remblais, donc sur l'échangeur nord, on a avancé à plus de 80%. Et sur les remblais de la zone sud, on est avancé à 50%. Donc vous avez beaucoup bossé cette année. Exactement. Alors il y a cette machine qu'on découvre,
Louvre. Voilà le type d'engin avec lequel vous travaillez. Ça, ils vont rester encore quelques temps sur le COS ? Oui, tout à fait. Là, pour le moment, donc on les parque pour les congés des fêtes de fin d'année. Ouais. Donc c'est pour ça, là, il y a un peu la neige et le givre déjà dessus. Exactement. Mais vous l'utilisez de nouveau dès janvier. Voilà, on redémarrera en janvier, dès que le temps le permet, donc dès que la météo sera favorable. Et on devrait terminer au début de l'été. On a voulu vous réunir, Nicolas, avec Mélanie, pour la complémentarité de vos métiers. C'est quoi la complémentarité entre vous deux ? Bon, la complémentarité, ça passe déjà par les blocs techniques, enfin les remblais qui sont montés sur lesquels viennent s'appuyer les ouvrages. Donc il y a une interface et il y a une collaboration entre le métier de terrassier et les métiers d'ouvragiste. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'on emprunte les pistes qui sont réalisées par les terrassiers, les pistes et les plateformes. Quand on voit cette image-là, il y a tout ce que vous faites. Il y a et du pont, il y a et du remblai, et de la route. Et des pistes, ouais. Et des pistes. Ça, c'est vraiment la complémentarité ? Exactement, ouais. C'est l'image parfaite, du travail en synergie du métier du terrassement et des ouvrages. Alors, il n'y avait quasiment rien de réalisé, il faut être clair, il y a un an. Aujourd'hui, on va le voir, le COS a bien avancé. Fin novembre, le président de Vinci Autoroute, Pierre Copé, et le préfet du Grand Est, Jean-Luc Marx, étaient réunis sur le COS pour une visite de chantier. Mathieu Chanvillard et Gilles Kounz y étaient. Le rendez-vous était donné sur 2 sites emblématiques du chantier, à peine séparés de quelques mètres, le viaduc et la tranchée couverte de Vendenheim. Les travaux du COS ont débuté il y a un peu plus d'1 an. Jusqu'à présent, le calendrier est respecté. Ce que nous notons aujourd'hui, c'est que nous sommes au pic de la mobilisation, qu'il y a près de 1000 salariés qui travaillent sur le projet. Ce que nous pouvons constater, c'est que la moitié des travaux de génie civil et de terrassement sont réalisés, c'est-à-dire qu'on est à mi-parcours des grands travaux. Une nouvelle fois, Vinci a profité de cette visite pour insister sur les mesures compensatoires imposées par l'État et la prise en compte des nuisances pour les habitants. Il faut toujours penser aux riverains, aux communes traversées, aux habitants qui sont touchés par cet axe. C'est vrai qu'on attend beaucoup de cet ouvrage en termes de mieux-être et notamment de pollution de l'air sur l'agglomération strasbourgeoise. Mais on ne doit pas oublier que tout de même, cet ouvrage crée, c'est vrai, des nuisances pour un plus petit nombre dans les communes, dans les villages traversés, et qu'il faut essayer de les minimiser absolument. Pierre Copé a confirmé que la mise en service du COS est toujours prévue dans un peu moins de 2 ans, fin 2021. On fait un bilan avec vous, Jean-Luc Fournier. L'avancement des travaux aujourd'hui, on en est où ? Alors effectivement, les travaux ont démarré en octobre 2018, donc nous en sommes à 14-15 mois, ouais. une grande année. Donc bien sûr, sont visibles sur l'ensemble du tracé. Comme on vient de l'entendre, on est à mi-chemin en fait aujourd'hui de la construction. Les terrassements grande masse ont dépassé les 50%, Mélanie l'a dit. Les ouvrages d'art, les 2/3 sont déjà sortis de terre. Ça a avancé très vite en 2019. Ça a avancé très vite parce qu'en fait, ce sont toutes les procédures, qu'elles soient liées au foncier, qu'elles soient liées à l'environnement, qui donnent le top départ une fois qu'elles sont réglées, une fois que les prescriptions, notamment édictées par le préfet, sont prises en compte. Sauf qu'il reste encore 1 an et demi. Il reste encore 1 an et demi, voire presque 2 ans, puisque la mise en service c'est pour l'automne 2021. Ouais. Donc derrière, effectivement, il y a des travaux qui seront peut-être moins visibles. Il va y avoir ce qu'on appelle les couches de forme que les terrassiers vont mettre en œuvre. C'est les fondations au-dessus des terrassements, sous les enrobés. Il va y avoir les enrobés à mettre en place. Il va y avoir tous les systèmes techniques jusqu'à de la fibre optique. En gros, si on compare à la construction d'une maison, le gros œuvre, c'est maintenant. C'est ça, c'est exactement ça. Donc le gros œuvre ou presque le hors d'eau. Et maintenant, effectivement, il y a le second œuvre avec tous les métiers qui vont venir, donc des métiers qui sont plus nombreux en quelque sorte et qui vont interférer ensemble sur le chantier. Mélanie, allez, quelques anecdotes. Vous êtes vraiment une des chevilles ouvrières de ce chantier. Quelques anecdotes que vous avez vécues. Ouais, ce qui a été parce que les anecdotes, c'est forcément ce qui est un peu compliqué, c'est dont on se souvient. Donc cette année, on a dû libérer beaucoup de fouilles d'ouvrages pour les génies civilistes. On a dû garantir la praticité des accès en tout temps, ce qui n'est pas forcément simple dans les LOS en Alsace. On a dû... et puis, il y a eu beaucoup de sujets de libération d'ouvrages, notamment sur la zone sud, pour permettre aux engins de passer sur les différents ouvrages et de permettre d'avancer les remblais. Ça nous a... on a pu démarrer les postes et les gros échelons qu'en début d'été, puis on a renforcé au début de l'automne. Et ça, forcément, plus on avance dans les saisons, et plus c'est compliqué. Donc, surtout qu'il y a des hommes derrière, il faut que tout avance...
faut que tout avance et que tout le monde soit occupé et qu'on garantisse notre planning et notre budget. Alors, vous l'avez vu, le terrassement, ça se fait avec d'énormes engins. On déplace des millions, finalement, de mètres cubes. Et pourtant, certains surveillent ça au centimètre près. C'est tout à fait sérieux. Explication, Mathieu Chanvillard. Cette drôle d'installation au milieu des champs est en fait un système de mesure. Une fois installé, ce dispositif sera recouvert par des tonnes de terre, le remblai sur lequel sera construite l'autoroute. Toute cette terre va forcément se tasser en raison de son poids. Elle reste donc sous étroite surveillance. C'est très simple, hein, le système. On va remplir d'un liquide cette boule tassométrique. Et puis après, c'est le même système quand on prend des niveaux avec un tuyau d'arrosage qu'on peut faire à la maison. Les boules tasso vont baisser. Et puis à l'extrémité donc, de notre ligne tassométrique, on va regarder les montées du liquide plus ou moins importantes. Et c'est juste des différences entre une boule de référence qui est à l'extrémité de la ligne et les boules que mes collègues sont en train de poser qui vont nous permettre de calculer nos tassements vraiment effectifs. Le gros avantage ici, c'est la nature de cette terre, la matière, comme disent les spécialistes. Ici, dans le Korsberg, c'est du leuce, un matériau stable et homogène qui se travaille bien. Et une fois ce socle validé, on peut donner le feu vert à la suite des travaux. On va vérifier qu'on a bien atteint les tassements théoriques qu'on avait calculés. À partir de là, on va pouvoir passer à l'étape supérieure et se dire notre remblai ne bougera plus. Et donc on aura peu de chances d'avoir des pathologies qui apparaîtront sur le dessus au niveau de l'enrobé, au niveau du noir. Les contrôles vont cependant continuer tout au long des travaux afin d'éviter toute mauvaise surprise. Voilà, Mélanie, ce système de tassomètre de boules qu'on vient de voir, vous l'utilisez encore maintenant ? Tout à fait. On a encore 2 ouvrages d'art qui sont suivis et 2 ouvrages en terre. Et on vérifie que ça ne bouge pas. Exactement, on surveille encore le tassement de façon bi-hebdomadaire. Et ça ne bouge pas ? Pour le moment, on est dans les tassements attendus. Tassement attendu. Alors vous, Nicolas, vous supervisez la réalisation des viaducs de Vendenheim et de la Bruche. On vous avait reçu. On va rappeler en fait comment ont été conçus ces viaducs. Une partie du métal était fait directement à Lauterbourg. Le reste était assemblé sur place. Oui, c'est ça. Donc les ouvrages, on appelait ça des ouvrages mixtes parce que donc ils sont composés de métal et de béton. Donc une partie des poutres est fabriquée en usine, donc que ce soit à Lauterbourg ou à Charmes pour le viaduc de la Bruche. Ensuite, les poutres arrivent sur chantier, sont assemblées, sont soudées, sont peintes et ensuite sont mises en place sur les piles qu'on a réalisées en béton auparavant. Même question qu'à Mélanie, une anecdote, un moment un peu compliqué ou drôle, que sais-je ? Alors ouais, 2 anecdotes. La première, il y avait un gros enjeu au démarrage sur les ponts provisoires, parce que les ponts provisoires, et donc particulièrement celui du pont provisoire de la Bruche, qui permet de franchir le canal de la Bruche et la Bruche, a permis de démarrer les mouvements terre des terrassiers. Donc on parlait de synergie tout à l'heure. C'était vraiment un enjeu du chantier avant l'été 2019. Et puis le second événement important, c'était, on le voit à l'écran, là, le lançage de la charpente de Vendenheim, où en fait c'est un peu la concrétisation et puis la réalisation de l'ouvrage qu'on construit. On a réalisé les piles et là on est en train de relier les piles entre elles par le tablier. Donc voilà, l'ouvrage prend forme et c'est à ce moment-là qu'on en prend vraiment conscience. C'est là où ça glissait sur du savon. Exactement, ouais. Voilà, je répète l'anecdote parce que je trouve ça assez incroyable qu'on utilise du savon pour pousser un pont. Vous commencez souvent à 5h du matin, vous Mélanie, et quand vous arrivez, vous dites allez les gars, on y va. C'est un métier d'homme. Comment ça se passe quand on est une jeune femme ? Et on va voir les gueules de vos gars quand même. Si vous voulez bien nous les montrer là en régie, comment ça se passe avec eux ? Bon, ça se passe très bien. Et moi, je suis très fière de travailler avec l'ensemble des équipes qui apparaissent à l'écran. Ouais. Donc, je suis accompagnée. Donc là, c'est beaucoup de chauffeurs d'engins. Donc, ils sont accompagnés par un chef d'équipe. Il y a aussi leur chef de chantier, leur conducteur de travaux. Donc, nous tous ensemble, on participe à la bonne marche du chantier. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. C'est une femme ingénieure dans un monde d'hommes, quoi. Tout à fait, mais au final, il faut s'attacher à ne pas faire de différence. Et surtout se rappeler qu'en fait, avec du respect et de la solidarité, on est performant. Alors, je vais vous montrer un autre monsieur que vous connaissez, c'est Frédéric Aubray. Alors, regardez ce monsieur, c'est drôle l'histoire quand même. Il a été votre tuteur lors d'un stage en études supérieures. Et aujourd'hui, c'est vous qui le dirigez, quoi. Absolument. Il y a 11 ans, on était sur le même chantier. Ouais. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. C'est différent la relation quand on a été son on a les mêmes souvenirs et je sais ce qu'il m'a appris et ce qu'il m'a apporté. Du coup, ça s'oublie pas et aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche et ça marche très bien. Nicolas Martin, on a quelques gueules aussi pour vous qui vous accompagnent. C'est vos équipes qu'on va découvrir. Comment on dirige toutes ces équipes là, c'est des gueules quoi.
Ouais, donc voilà, des ouvragistes, comment est-ce qu'on dirige une équipe? Je pense que ça passe effectivement par le respect, l'écoute de nos compagnons. Après, effectivement, il y a des moments qui sont sympas, qu'on partage. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus délicats, où faut continuer à motiver les équipes. On travaille quand il fait 0 degré, qu'il pleut, et effectivement, il faut continuer à motiver tout le monde pour faire avancer le chantier. Jean-Luc Fournier, le COS, ça a généré beaucoup d'emplois. Alors, on disait qu'effectivement, aujourd'hui, on est à 1000 personnes. C'est un pic sur le chantier. Il y a effectivement derrière les emplois en back-office, donc des prestataires, des fournisseurs, les emplois induits. On sait qu'on peut multiplier à peu près par 3,5, 4. Donc, ça veut dire qu'en pointe, là, 1000 personnes, ça peut représenter 3500, 4000 personnes sur ce chantier actuellement. Beaucoup de jeunes ont été formés? Alors, non, pas seulement des jeunes, puisqu'en fait, il y a des conventions qui ont été passées notamment avec la région Grand Est, avec Pôle emploi, pour remettre au travail des gens éloignés de l'emploi. Donc avec des mécaniques de formation, de qualification et d'embauche en contrat de chantier qui se sont faites donc depuis janvier, février de cette année. Et ça représente à peu près une centaine de personnes. Et dans quelques mois, nous allons devoir penser à leur avenir notamment et leur remettre le pied à l'étrier avec cette expérience pour rejoindre éventuellement d'autres entreprises ou rester chez nous. Dernière question, vous marquez une petite pause là pendant Noël, Nouvel An? Mélanie, Nicolas? Oui, ouais, ça va. On s'arrête 15 jours. Rien du tout sur le COS. Rien du tout. Bon, reposez-vous bien. Voilà, c'est un petit bilan qu'on voulait faire aujourd'hui sur le contournement ouest de Strasbourg. Énorme chantier de 24 km. Il y a toujours ce bulletin circulation pour vous avertir des routes coupées qui s'affiche à l'écran. Et si vous avez des questions, il n'y a qu'un seul mail, c'est celui-ci, cos@alsace20.tv. En route pour le COS, prochain numéro, ça ne sera pas dans un an, ça sera dans un mois, mais on sera en 2020. À bientôt, salut. L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. À la CCI Alsace Eurométropole, nous accompagnons les entreprises qui ont justement des problématiques pour recruter des apprentis, en leur indiquant les offres de formation, les CFA sur l'Alsace et le Grand Est. Par exemple, l'entreprise Matisse Construction avait une problématique pour trouver un apprenti. Nous les avons accompagnés justement pour les mettre en rapport avec le CFA qui proposait justement une formation en adéquation avec les besoins de l'entreprise. L'entreprise Matisse à Muttersolz en Centre-Alsace est l'héritière du charpentier du village qui a construit l'église et l'école communale à partir de 1809. La famille Matisse l'a rachetée en 1875 et a développé l'entreprise sur 5 générations. Et je dirais que si on veut simplifier un petit peu le propos, ici on fabrique des bâtiments comme on fait des meubles Ikea, c'est-à-dire qu'on fait nos propres pièces métalliques d'assemblage, comme pour un meuble Ikea. Ensuite, on fait les différentes pièces, on les usine, on met tout ça dans des grands paquets, on met ça sur un camion, on l'envoie sur le site et là-bas on a des ouvriers qui vont mettre en œuvre. Et donc on a un processus qui est totalement industrialisé et qui est extrêmement rapide. La spécialité maison est le bois lamellé collé. On assemble des planches pour en augmenter la longueur et rendre le bois 30% plus résistant. Donc c'est essentiellement des bâtiments publics, des bâtiments d'entreprise, des bâtiments logistiques, des supermarchés ou d'hypermarchés bien sûr. Et également de plus en plus, nous développons des systèmes constructifs pour faire des immeubles de logements ou de bureaux. Donc là, je dirais que ces dernières années, c'est surtout là-dessus que nous sommes développés. On monte de plus en plus haut, donc ça part de 2 niveaux jusqu'à une dizaine de niveaux, et tout en bois. On sait s'adapter en fait aux exigences de nos clients ou à leurs souhaits. On sait leur faire des bâtiments extrêmement économes dans leur mode de fonctionnement, et je dirais que c'est un peu ce qui caractérise la spécialité de l'entreprise. Donc c'est plutôt des bâtiments avec un très bon bilan carbone et des faibles consommations d'énergie.